De retour sur Africa 24 pour votre émission Politique Politicien. Nous parlons à présent des défis économiques du Nigeria. Pour en parler, je suis toujours en compagnie de Jean-Bernard Bikim, Brice Dzamba et Gaston Mangou. Le Nigeria est donc un acteur majeur du continent africain. Le pays fait néanmoins face à des défis économiques importants. Le géant ouest-africain entend redresser son économie sur la période 2017-2020, notamment avec un objectif de croissance à 4,7% par an et jusqu'à 7% à l'horizon 2020, ce qui est très ambitieux à l'aune du recul de 1,54% enregistré par le produit intérieur brut en 2016. Les précision de Birama Saounera. Au Nigeria, le gouvernement fait face à une montagne de défis pour relancer l'économie. Chute du naira, la monnaie locale, pénurie des devises étrangères, baisse des exportations, l'enjeu est grand. Élu en mars 2015, le président Muhammadu Buhari avait mis l'accent sur la relance économique. Premier chantier, l'assainissement des finances publiques. Dès le début du mandat de l'actuel président, 55 personnes, dont une vingtaine d'anciens gouverneurs et des ministres soupçonnés d'avoir détourné 6,72 milliards de dollars, ont été traduites devant la justice. De nombreuses sociétés reconnues coupables des faits de détournement ont également été punies par les autorités. C'est un pays, si vous voulez, où la corruption endémique, comme beaucoup d'autres pays de la région d'ailleurs, la corruption endémique mine un petit peu le développement et les perspectives d'investissement. Il faut pas le nier, il y a eu un gros boulot quand même abattu par l'administration. Il y a eu énormément de condamnations sur ce plan-là, ce qui est la preuve qu'il y a quand même un système et une volonté politique de résorber ce phénomène, voire de le cantonner. Mais aujourd'hui, effectivement, l'ampleur est telle que sur un mandat présidentiel, il est difficile de résoudre complètement cette problématique-là. Pour relancer la croissance, l'État mise également sur la diversification des sources de l'économie, avec un accent particulier sur l'agriculture et l'agro-industrie. Pour atteindre cet objectif, des réformes ont été engagées pour encourager le secteur privé. Il s'agit également pour les autorités de renforcer le partenariat sud-sud. C'est ce qui justifie d'ailleurs les nombreux contrats signés en décembre 2016 avec le Maroc lors de la visite du roi Mohamed VI à Abuja. L'économie nigérienne, il faut le savoir, s'est contractée de 1,5% en 2016, ce sont les chiffres officiels. En 2015, on a encore une conjoncture de l'économie peu favorable, donc naturellement des actions sont à mener et aujourd'hui, ce qui est la priorité des autorités nigériennes, c'est vraiment d'accélérer la diversification de l'économie, notamment avec des programmes sur l'agriculture et sur l'énergie. Le plan de relance économique et de croissance lancé en mars 2017 veut rendre concurrentielle l'économie nigériane. Il met l'accent sur la stabilité macroéconomique grâce à des mesures de relance budgétaire. Mais pour y arriver, les autorités devront d'abord stabiliser la situation monétaire avec une valeur du naira de plus en plus volatile. Monsieur Bikim, on le voit, le Nigeria tente de redresser son économie depuis 2015 maintenant. On a néanmoins 500 000 personnes qui ont perdu leur emploi, tandis que quelques 250 entreprises ont mis la clé sur la porte depuis un an. Et on a aussi le naira qui a perdu 50% de sa valeur face au dollar. C'est une situation peu reluisante, monsieur Bikim. Alors, je dirais que là encore, les réponses qui sont apportées par le président actuel sont les mauvaises réponses. L'une des bases essentielles de l'économie, de la stimulation de l'économie, de la relance de l'économie, tourne autour d'un pôle qui s'appelle l'aménagement du territoire ou des territoires pour l'organisation de l'action collective publique. Mais ces difficultés ne sont pas apparues avec le président. Il y a quand même un passé et puis une conjoncture économique difficile. Ces difficultés existent depuis 60. Depuis 1960. Et la chute des cours du pétrole, on parle notamment de ça, qui est une base pour le pays. Alors, je vais prendre un cas très simple. Imaginez que Paris, aujourd'hui, regorge 30 millions d'habitants sur les 65 millions que la France regorge. Il se passerait quoi à Paris? Il se passerait quoi ailleurs? Donc, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte que l'activité puisse exister dans les différents territoires, parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est un État fédéral, mais dont on ne parle que de deux villes, Abuja et Lagos. Ce qui nous renvoie vers les difficultés actuelles. La question monétaire est une fausse question, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, que vous ayez une monnaie forte ou faible, ce qui compte,
ce sont les rapports entre les acteurs internes. La macroéconomie, c'est quoi? C'est les grandeurs, en fait, c'est les grands équilibres. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, tiens, il est de Brazzaville, qu'est-ce qui se passe à Pointe-Noire? Qu'est-ce qui se passe à... J'en sais trop rien. Et le Nigeria, au regard des aspects positifs, industriels qui sont les leurs, au regard du marché interne qui dispose 168 millions d'habitants, c'est 193 millions d'après le dernier le pays le plus peuplé d'Afrique. Voilà. Vous dites que l'État ne fait rien, mais il y a quand même eu des actions qui ont été mises en place. On peut citer notamment la vente d'une série d'actifs qui rapporterait peut-être 16,4 milliards de trésorerie au pays. L'État tente aussi de réduire sa participation dans les coentreprises dans le pétrole, c'est très important, de 55% à 40%, qui pourrait générer là aussi 10 milliards de dollars. On a un eurobond qui a eu un succès au sein des marchés financiers internationaux. Il y a quand même des actions qui sont mises en place, donc dire que l'État nigérian fait fausse route, il y a quand même des actions qui sont mises en place et qui semblent porter leurs fruits. Je vous apporte une réponse. Platon disait mal agir, mal réfléchir, c'est mal agir. Aujourd'hui, le Nigeria, je vais le dire comme je le pense, marche la tête en bas, les pieds en l'air depuis 1960. Et tous les généraux, y compris Buhari, appartiennent au complexe militaro-industriel, financier et pétrolier qui gangrène tout le pays, parce que de toute façon, pourquoi ça stagne? Parce que les autres le tiennent. C'est quand même, il faut le dire, c'est un putschiste. C'est un putschiste. Il est revenu par la voie des urnes, rappelez-le. C'est un putschiste. Monsieur Bikim, il est revenu par la voie des urnes, n'est-ce pas? Je ne dis pas le contraire. Et donc, la vraie question à laquelle il doit répondre, c'est comment aménager son territoire, comment permettre à l'État de remplir ses missions régaliennes et surtout comment faire en sorte que l'État soit un acteur économique qui puisse capter une part de la rente, parce que je dis comme je le pense. Aujourd'hui, sur un baril de pétrole extrait au Nigeria, 98,99% sont partis à l'étranger. Il ne reste que 1,2%. C'est largement insuffisant. Monsieur Mango, est-ce que ces efforts sont insuffisants aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ce redressement économique au Nigeria? Les efforts peuvent être vraiment déployés, mais tant que le système lui-même est miné, c'est là où est tout le problème. Vous parlez de la corruption? Non, je vais d'abord dire quelque chose qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. C'est un chiffre d'affaires pour les Occidentaux et aujourd'hui les Orientaux. Et donc, vous allez vous rendre compte que quels que soient les efforts qui doivent être faits, il faudrait que ces efforts-là soient analogues à la vision que les Occidentaux sont en train d'imprimer pour nos économies. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait le regroupement, donner de la force à l'Afrique. Il faudrait des projets paranationaux. Par exemple, nous avons 5 regroupements sous-régionaux. Il faudrait que la consolidation économique de ces 5 regroupements sous-régionaux soit entamée pour que les nations se donnent le coude à coude et la force de pouvoir... On voit que la CEDEAO est quand même dynamique de ce point de vue-là. Il est important de le faire parce que quand on va se serrer les coudes, on aura la capacité de pouvoir influencer le marché international. Et au fur et à mesure, on pourra faire véritablement des progrès dans la société. Parce que sinon, le problème c'est quoi? Il y a les richesses. Mais est-ce que les richesses naturelles sont exploitées chez nous pour produire du travail, pour produire de la richesse, pour produire du bien-être? Ce n'est pas cela qui est le cas. Et donc, il faut combattre contre ce système-là. Nos économies sont minées de l'extérieur par les Occidentaux et aujourd'hui les Orientaux. Et n'est-ce pas aux Africains de prendre à bras le corps ce problème? Alors, les Africains sont en train de commettre l'erreur d'aller seuls. Ils ne se rendent pas compte pourquoi il y a eu l'Union européenne. Ils ne se rendent pas compte pourquoi ceux qui ont fouillé la difficulté ici en Europe sont allés construire les États-Unis. Donc il faudrait qu'on s'ouvre sur la capacité de devenir... Regardez, le Niger, c'est presque 200 millions. Et c'est ce qui fait sa force. Or, cela est insuffisant pour lui seul parce que ceux qui ne veulent pas que le Nigeria se développe sont en train de miner son économie. Vous parlez aujourd'hui de la monnaie qui n'est pas stable. Mais il y a des mécanismes tout simplement pour dégringuer les finances d'un État. Donc il faut se souder le coude au point de vue sous-régional pour que nos économies puissent aller de l'avant. Il y a peut-être le problème aussi de la corruption. Le président Mohamed Bourhami a fait beaucoup d'efforts sur ce point de vue-là. Les problèmes de la corruption, on peut faire d'efforts sur les problèmes de la corruption, mais vous ne vous rendez pas compte de la puissance de l'argent.
Absolument. Mais quand on voit que M. Boari a, par exemple, est très actif dans le domaine de la corruption, ça a été même un thème central de son mandat, est-ce que la Commission contre les délits économiques et financiers, l'EFCC, est assez active selon vous quand on voit qu'il y a d'anciens ministres, d'anciens ténors qui sont arrêtés? Cela est en train de porter quelques fruits à cause de quelques personnes qui sont arrêtées, mais le problème il est global. Il faudrait rendre l'homme d'abord individuellement efficace. Si chaque membre du Nigeria est efficace et qui ne veut pas se laisser corrompre, alors la population tout entière... Est-ce que le président a donné le ton de cette efficacité? Mais non, il ne donne pas le ton. Effectivement, c'est là le problème qu'on est en train de vous expliquer. Ils sont là pour gouverner tout simplement afin de se maintenir au pouvoir. Ils ne se rabattent pas au niveau de la population pour rendre libre individuellement chaque membre de la population afin qu'il soit libre économiquement. Quand vous le faites, c'est en ce moment-là que la nation sera forte. Mais tant que vous le faites que, justement, pour amuser la galère, vous avez fait vos 5 mandats, vous vous êtes vous-même enrichi et vous combattez ceux qui sont tentés de s'enrichir. Mais attends, c'est quoi ce problème-là? C'est quoi ce système-là? Il faut donc le regarder d'une manière mieux équitable. Le combat doit être fait à tous les niveaux. Le combat de la corruption doit être fait à tous les niveaux. Monsieur Mahongou semble dire qu'il n'y a pas assez d'efforts. Il n'y a pas assez d'efforts au Nigeria. Il y a encore beaucoup de problèmes autour de cette corruption. On ne se rabat pas au niveau de la population pour libérer la population afin qu'elle soit libre. Si la population a des moyens de mieux se maintenir dans ce combat contre la corruption, elle va. Mais quand on voit qu'il y a les efforts du président qui sont mis en place, Monsieur Djamba, est-ce que vous pensez que c'est efficace cette lutte contre la corruption au Nigeria? Voilà, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans le débat du verre à moitié vide ou à moitié rempli. Voilà, parce que je pense qu'il faut toujours encourager les bonnes volontés. Voilà, il faut encourager les bonnes volontés. Je pense que le travail consistant à lutter contre la corruption est un travail, à mon avis, dans tous les pays africains, qui est un travail primordial. Voilà, parce que on peut générer de la richesse. Si cette richesse est captée par une frange de la population, ça obère le travail consistant à faire avancer le pays. Donc je pense que les mesures prises par le président nigérian actuel, ce sont des mesures à saluer. Voilà. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il reste maintenant la pratique. Est-ce que dans la pratique, quelles sont les lois qui sont votées? Quelles sont les institutions qui sont mises en place? Est-ce que ces institutions sont suffisamment sûres pour assurer... En tout cas, le FCC a déjà quand même récolté, disons, voilà. 7 milliards de Naira ont déjà été récupérés. On a aussi des 41 milliards de Naira qui doivent encore l'être. Il y a la coopération aussi avec d'autres pays occidentaux, la France, les États-Unis, qui collaborent avec le Nigeria pour récupérer et restituer ces fonds. Ah mais ça c'est des résultats. Voilà, ça, en ces mois-là, ce sont des résultats objectifs qui militent pour le travail que fait le président actuel. Donc ça, c'est objectif, on ne peut pas le contester. Ce sont des faits. Bon, à partir de ces moments-là, moi, j'aime dire que la première richesse d'un pays, c'est d'abord sa population. Voilà, donc le Nigeria, d'ailleurs, c'est le premier pays, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc le Nigeria, avec sa population, c'est sa première richesse. Donc une population ou un peuple qui est éduqué, instruit, donc discipliné et qui comprend ce qu'est la loi et les conséquences de la loi. Mais cette rigueur attend d'être mise en place par le président Boari. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Donc il faut éduquer. Il faut que les citoyens nigérians comprennent les conséquences véritables de la corruption. Parce que quand on corrompt, on parle souvent des corrompus, il y a aussi les corrupteurs. Les corrupteurs peuvent être des Nigérians, ça peut être aussi des multinationales. Alors il faut mettre en place un régime juridique suffisamment conséquent. Il n'y a pas eu de réforme judiciaire, en tout cas, forte au Nigeria à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'adeptes, en tout cas corruptifs, qui profitent de ce système où il y a un appareil judiciaire qui est plutôt défaillant. Mais ce qui pose peut-être problème, M. Bikim, je me tourne vers vous, bon, l'institution dont on parlait tout à l'heure, la Commission contre les délits économiques et financiers, elle a été créée depuis 2003, donc bien avant l'arrivée de Boari. Elle est accusée notamment de mener une chasse aux sorcières, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'anciens ministres qui ont été mis en examen pour le cadre de blanchiment d'argent ou corruption. Est-ce que ce n'est pas là aussi le problème de cette institution? Moi, je dirais que sur la lutte contre la corruption, on ne peut pas méconnaître les efforts et la lutte frontale engagée par Boari. On ne peut pas le lui reprocher. Par ailleurs, on peut lui reprocher un fait, c'est que c'est un cache-sexe. C'est-à-dire ? Vous ne pouvez pas construire une maison sans avoir des bonnes fondations. Je parle trivialement. Quand vous construisez une maison, vous dites
quelles sont les fondations? Vous battez avec le maçon, attention, je veux les bonnes fondations parce qu'il ne faudrait pas qu'au premier coup de vent, ma maison tombe. Là, aujourd'hui, moi je le dis clairement, Buhari a fait une erreur terrible qui va plomber son mandat. Quelle est cette erreur terrible? Au lieu de dire aux Nigérians, je vais lutter contre la corruption, c'est ce qu'il a dit. Il aurait pu dire aux Nigérians, depuis 60, nous n'avons pas de fondation. Le Nigeria est un État sans institutions. Mais le il y a des institutions qui sont mises en place, il y a des États qui fonctionnent. Très bien. On a un pays quand même qui tient debout, il faut le dire. C'est quand même une puissance régionale. Nous avons 3 systèmes fédéraux, 3 régimes politiques qui ont choisi l'option fédérale. Les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse. Le Nigeria se rapproche est-ce qu'on pourrait avoir des bribes qui pourraient dire ils se sont inspirés des Suisses, des Allemands ou des Américains? Non. Aujourd'hui, c'est quoi un État fédéral? C'est ni plus ni moins qu'un État normal, mais qui fonctionne en co-construction et en co-gestion. Pour en venir au sujet de la corruption, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la corruption a un nom. C'est les inégalités criardes qu'on retrouve à tous les niveaux de la société nigériane, à tous les niveaux. Premier point. Le deuxième point, la corruption a un autre nom. Le niveau de rémunération des Nigérians formés et non formés est très insignifiant. Et le troisième nom de la corruption, c'est que malheureusement, le Nigeria est le premier pays africain qui a choisi pieds et mains liés le libéralisme et l'ultralibéralisme. C'est un système dans lequel l'État n'existe pas. Les entreprises font ce qu'ils ont à faire. Quand il y a des problèmes, l'État doit arriver pour régler les problèmes. Or, l'État est un acteur économique comme un autre. Monsieur Djamba, c'est une erreur d'avoir dirigé l'économie vers un système plutôt libéral, comme le dit monsieur Bekima. Je pense qu'il faut, comme on dit, il faut raison garder. Hein. Je crois qu'il faut toute proportion garder. Je pense que le communisme, on a vu un peu ce que ça a donné, voilà. Et je pense que l'esprit économique du temps, de notre époque, c'est le libéralisme. Bon, après, dans le libéralisme, il y a plusieurs courants. On peut être ultra-libéral, on peut être simplement social-libéral, il y a plusieurs courants. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le Nigeria d'avoir aujourd'hui, ça on ne l'a pas dit, et moi je veux qu'on en parle, il y a un secteur privé quand même conséquent au Nigeria. Il y a un secteur privé. Quand je prends d'autres pays africains, surtout en Afrique centrale, il n'y a pas ces secteurs privés. Au Nigeria, il y en a. Il y a quand même une industrie cinématographique. Voilà, c'est ça. Il y a une industrie cinématographique qui aujourd'hui est un vecteur de culture nigérian dans la sous-région et même ailleurs. Il y a Nollywood, tout le monde en parle aujourd'hui. Il y a quand même, je dirais, un dynamisme nigérian. Ça, il faut le reconnaître. Je pense à Éric Boucher qui a écrit à Slate Afrique déjà et qui prédisait, d'après, c'était un économiste de renom, qui disait qu'en 2050, le Nigeria pourrait atteindre le niveau économique du Canada. Monsieur Djamba, voilà, juste pour poursuivre, on va parler justement de ce rayonnement à l'international du Nigeria. On va en parler dans notre prochaine partie, parler un petit peu de ce poids diplomatique, de ces relations internationales que tente de mener en tout cas le Nigeria. On va d'abord marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de Politicien.